Bonjour Pierre Jovanovic. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci surtout de nous accueillir chez vous ici à Paris. Vous êtes écrivain, journaliste, auteur, essayiste, auteur de la Revue de la presse internationale. Vous avez votre blog et j'invite nos éditeurs à y aller puisqu'il y a beaucoup d'informations, on va en parler. En tant que journaliste et écrivain, quel regard portez-vous sur le conflit en Ukraine ? Alors, vous savez, mon regard sur le conflit ukrainien, je le vois dans ma revue de presse depuis très très longtemps. Je le vois en fait techniquement la première fois 2008-2009, lorsque l'Ukraine refusait de payer, ou du moins n'avait plus l'argent pour payer ses factures de gaz aux Russes. Et je vous rappelle, par exemple, que s'il y a eu la guerre, si l'Irak avait envahi le Koweït, c'est parce que le Koweït avait prêté, je crois, l'équivalent de 3 milliards à l'Irak. Et Saddam Hussein avait demandé à ce que cette dette soit annulée. Il l'a demandé à plusieurs reprises. Les Koweïtis avaient refusé. Et à un moment donné, il a dit, je vais envahir le Koweït, je vais effacer ma dette. Voilà. Et donc c'est toujours une histoire de dette. Vous savez, les guerres, c'est avant tout une histoire économique. Ni plus, ni moins. Alors l'économie, on la ramène, si vous voulez, au manger. Hein, c'est-à-dire, c'est occuper des territoires, des nouveaux territoires pour avoir du maïs, des céréales, enfin, à manger. Et fondamentalement, l'Ukraine apparaissait dans ma revue de presse à plusieurs reprises, depuis effectivement fin 2008-2009. Et surtout, alors j'ai pris quelques notes, en 2009. Et alors en 2009, j'avais repéré un article qui a été écrit par... c'était dans le Télégraphe de Londres. Alors écoutez bien, la chute de l'Ukraine déclenchera la faillite du système bancaire. 2009. Voilà, 2009, je pourrais vous envoyer l'article. Alors, c'était très intéressant, c'était Ambrose Evans Pritchard qui a rédigé cet article. Et paradoxalement, il avait beaucoup d'avance sur le temps, si je puis dire, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? La faillite des banques aux États-Unis est entraînée par la guerre en Ukraine. Alors qu'initialement, Bruno Le Maire et tous les autres nous ont expliqué qu'ils allaient effectivement mettre l'économie russe à genoux et les banques russes à genoux. Et finalement, ce sont les banques américaines qui sont tombées, et surtout le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un paradoxe complètement fou, c'est-à-dire que les banques suisses, le gouvernement suisse, pardon, par le chantage des Américains, c'est pas leur premier chantage, hein, on le sait, ils ont dit en mars donc de l'année dernière, vous devez immédiatement saisir les biens de tous les Russes qui ont des comptes dans... Alors, techniquement, ils ont le secret bancaire. Hein, donc, le secret bancaire, a priori, ça sert à quelque chose. Eh bien, non. Ils ont décidé, les Suisses se sont dédits de leurs paroles. Ils ont saisi les biens des oligarques russes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les autres qui avaient des comptes et qui n'étaient pas russes, mais des 130, 140 autres pays, ont retiré leur argent du Crédit Suisse, ce qui fait que le Crédit Suisse a volé dans les airs. Il n'avait déjà pas besoin de ça, mais là, c'était la mort. Donc, vous voyez, il y a une crise bancaire, il y a quoi? Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois. Ça a provoqué des raz-de-marée de retrait dans les banques parce que les gens d'un seul coup découvraient que en plus en Europe on était arnaqué, c'est-à-dire qu'en Europe vous êtes garanti à 100 000 euros alors que l'Américain de même classe moyenne, on va dire, lui est assuré à 250 000 $. Hein, grosso modo, donc vous voyez déjà l'arnaque où elle est. Et donc je ne suis pas du tout surpris pour une raison très simple. C'est que j'ai toujours expliqué aussi bien à la radio et depuis des années, j'ai même écrit plusieurs livres sur le sujet, que la dette phénoménale des États-Unis, c'est-à-dire aujourd'hui 30 trilliards, hein, donc ça fait voilà, c'est 30 000 milliards, enfin c'est de la folie. Voilà, que cela, ils n'avaient que deux solutions pour sortir de cette dette. Déclencher une guerre, parce qu'un pays en guerre n'est pas censé rembourser ses dettes, c'est-à-dire que tout est interrompu, on gèle tout, ou alors déclencher l'hyperinflation, ce qui fait baisser mécaniquement, si vous voulez, la valeur de la dette. Eh bien, que s'est-il passé? Ils ont déclenché la guerre, puisque la guerre en Russie a été provoquée, je veux dire, la guerre en Ukraine, enfin l'attaque russe, on va dire, ils ont été provoqués
Dieu seul sait si Poutine avait prévenu 20 000 fois en disant si vous mettez l'Ukraine dans l'OTAN, etc. Bon, voilà, ça n'a rien de nouveau. Mais c'est une volonté des Américains pour masquer leur dette, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et résultat des courses, ils ont déclenché en même temps l'hyperinflation. Donc c'est vraiment, ils ont fait d'une pierre trois coups. Donc c'est absolument remarquable. Voilà. Du point de vue américain, c'est remarquable. Hein. C'est un jeu de billard à 5, 6 bandes, 20 bandes. Bon, vous savez comment ils sont. Hein. C'est très intéressant. Que pensez-vous des fuites du Pentagone, des fuites récentes? Alors, les fuites récentes sont très intéressantes parce qu'elles sont vraies. Justement, est-ce que vous croyez... Oui, tout à fait. Elles sont, bien entendu, elles sont réelles. Alors, ce garçon a été habilité pour une raison très simple, c'est qu'il était au fin fond de l'Oklahoma. Bon, déjà, si vous avez jamais été dans l'Oklahoma, il se dit, bon, il est au fin fond de l'Oklahoma, et c'est pas de là-bas qu'il va donner ses secrets aux Russes, hein, ou à quelqu'un d'autre, etc. Sauf que le gamin, il a 21 ans, c'est un gamin digital, hein, voilà, et donc pour frimer, il a montré quelques... Et alors donc ça a semé la zizanie avec les Coréens, avec les Kanadiens, parce qu'on découvre, enfin c'est pas une nouveauté, hein, que les Américains espionnent tout le monde, mais absolument tout le monde, y compris leurs amis, sauf les Anglais. Voilà. Alors que les Américains sont les premiers à crier au loup en disant que les Russes sont les plus grands espions, etc. Non, les plus grands espions, ce sont les Américains. Voilà. Voilà. Donc ce sont des vrais documents, effectivement. Voilà, c'est intéressant justement, puisqu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Et j'ai posé cette question hier justement aux généraux qui ont participé à notre conférence. Ils étaient partagés, mais justement, ils pensent que ce sont des informations crédibles. Ce qui est intéressant, ce qui valide en fait la réalité des fuites, c'est extrêmement simple. Je suis journaliste depuis 40 ans. Donc je connais toutes les ficelles du métier pour avoir été correspondant aux États-Unis, etc. Donc je connais bien. Je peux vous dire qu'à partir du moment où le Washington Post ou le New York Times, etc., se sont acharnés pour trouver celui qui a fuité, qui a mis les documents, déjà c'est suspect. Regardez ce qui est arrivé à Assange. Assange devrait être aujourd'hui protégé par la totalité de la presse internationale. Pas du tout, tout le monde s'en lave les mains, alors qu'ils étaient les premiers à avoir profité de ces scoops. Vous comprenez? Donc, moi je dis simplement, les États-Unis ont pris le contrôle de la totalité des médias occidentaux. Grâce, on va dire, à la nullité des Russes, parce que les Russes n'ont pris le contrôle d'aucun média. Donc, effectivement, la balance, elle penche effectivement que d'un seul côté, et les Américains en profitent totalement. Moi, je vous rappelle ce collègue journaliste, je crois que c'était Stern, ou Der Spiegel, je crois que c'est Der Spiegel, qui avait expliqué il y a une dizaine d'années que quasiment la totalité des journalistes allemands travaillaient soit avec les services allemands, soit pour la CIA. Donc, et ça ne lui a pas porté chance, évidemment, parce que pour avoir révélé cette affaire, on l'a retrouvé mouru, hein, je crois 3 ou 4 ans plus tard. Voilà. Voilà. Là, aujourd'hui, vous savez, c'est une guerre médiatique, ça coûte nettement moins cher qu'une vraie guerre. Donc, vous avez tout intérêt à mener une guerre médiatique d'abord, parce que c'est la plus... Pardon ? Parce que c'est la plus efficace, bien sûr, parce qu'il faut mettre les gens de votre côté. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En Europe, ça ne marche pas. Je ne vois pas du tout les Français voulant aller, je vais me battre pour l'Ukraine, pour la liberté de l'Ukraine. C'est des conneries. Je veux dire, j'ai vu personne ici à Paris mettre, peut-être une fois sur 3 millions d'habitants, un mec avec son drapeau ukrainien. Je veux dire, personne n'a envie de mourir pour l'Ukraine en France. Hein, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit, alors j'avais pris des notes, tiens, Jack Keane. Alors c'est un général américain, alors il a dit ce truc très drôle. Il a dit pour 66 milliards, on a entraîné les Ukrainiens pour, grosso modo, semer la panique, effectivement, chez les Russes pour leur compliquer la vie, ainsi de suite. Hein, et il y a cette célèbre phrase que moi, je trouve géniale, on se battra jusqu'au dernier Ukrainien. Mais je trouve ça extraordinaire de cynisme, mais en même temps on reconnaît bien là les Américains il y a cette espèce de franchise, on va se battre, vous savez, genre à 6000 km de distance, on va envoyer tous les Ukrainiens se fracasser contre les Russes. C'est génial, ça, je trouve ça absolument génial.
Pourriez-vous nous parler un peu plus de la directive Goldman Sachs en lien avec la crise actuelle sur laquelle vous alertez depuis un certain temps? Alors, la directive Goldman Sachs, elle date je crois que de 2012, enfin tout ça était en gestation entre 2011, 2012, 2013, etc. Et j'étais je m'en souviens très bien parce que je l'ai chroniqué, non seulement sur la revue de presse internationale, mais également à la radio avec Laurent Fent, enfin on en a parlé à maintes reprises. Alors, je vous résume, parce qu'on va pas... La directive Goldman Sachs, c'est quoi? C'est, alors par exemple pour la France, hein, c'est réduire le nombre de départements. Parce que trop de départements, il y avait trop de départements, donc il fallait les ramener à 10 ou 9 afin d'économiser des centaines et des centaines de millions, afin de pouvoir rembourser la dette. Parce que Goldman Sachs avait calculé que la France, à un moment donné, on y est, ne pourra pas rembourser sa dette. On y est, on est à 130% d'endettement. Vous me suivez? Ensuite, pour l'Italie, par exemple. Alors pour l'Italie, c'était il faut détruire l'économie italienne de manière à ce qu'il n'y ait plus, parce que l'économie italienne pour les Américains, ça leur pose un problème. Parce que tous les restaurants, c'est les trattorias, les marchands de glace, les petits restaurants, etc. Il y a la maman, le papa, le cousin, enfin tout le monde travaille en famille. Vous voyez. Donc des gens comme, comment dire, comme McDonald's, etc., comme Starbucks, comme les grandes multinationales, ne peuvent pas s'installer aussi facilement, ne font pas de business. Donc il faut détruire ça. Et alors je vous donne un autre exemple. Par exemple, alors ça je m'en souviens très bien parce que c'est quelque chose qui m'a marqué et qui a d'ailleurs marqué beaucoup de militaires français, mais je ne les ai pas beaucoup entendus, les militaires français. Hein, ils ont tendance à pisser un peu dans leur froc, hein, je trouve. C'était par exemple la suppression, alors la suppression de la surveillance aérienne permanente de la France, la suppression des programmes des sous-marins nucléaires, la suppression, bien entendu, de tout ce qui est nucléaire, plus ou moins des essais, etc. Et surtout, alors dans le tas, vous aviez la suppression du cadre noir. Alors le cadre noir, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un régiment traditionnel. Bon, vous savez, c'est un peu comme les Horse Guards devant le palais. C'est beaucoup de cérémonial avec des uniformes d'il y a 150 ans. Voilà, et ils dressent des chevaux pour, vous savez, pour marcher sur le côté, pour galoper à gauche, à droite, en haut, en bas. Enfin bon, bref, c'est du cirque. Hein, voilà. Oh, il faut supprimer le cadre noir. Vous voyez, mais qu'est-ce que c'est que c'est de la tradition? Je veux dire, pourquoi supprimer la musique? Oui, mais en fait, tout ça, si vous voulez, c'est pour économiser des milliards et des milliards pour que la France puisse rembourser, aujourd'hui, ses dettes pour les banques américaines, alors qu'on a été endetté avec la planche à billets. C'est extraordinaire. Voilà. Moi, je rappelle, hein, je rappelle juste deux choses en ce qui concerne la Russie, parce que j'en parle très souvent. C'est que la Russie, l'endettement de la Russie, il est de 30 à 40%, peut-être même un peu plus aujourd'hui, on va dire. Allez, soyons larges, très larges, 50%. D'accord? 50%. Mais la France est à 130. Les États-Unis sont à 140, même 150 sans doute. Et pourtant, la monnaie qui vaut le plus, c'est le dollar et c'est l'euro, alors que techniquement, le rouble, vu l'endettement du pays, devrait coûter beaucoup plus cher. Vous me suivez? Eh ben non, c'est l'inverse. De toute façon, dans ma revue de presse, depuis maintenant 2008, j'ai vu systématiquement des attaques permanentes contre la Russie. Des guerres économiques, hein, j'entends, des guerres financières. Et ces guerres financières ont été répliquées sur Erdogan, sur la Turquie. Alors je vous donne un exemple. Quand le rouble était très fort, grâce au pétrole, etc., alors, tous les Russes, les riches Russes sont installés à Nice, dans les stations de ski, aux Arcs, Courchevel, etc. Enfin, à la limite, je me souviens à Nice, il y avait des quotidiens russes qui étaient en vente dans les kiosques. En tant que journaliste, j'avais remarqué ça. À partir du moment où le rouble s'est effondré, mais pourquoi le rouble s'est effondré? C'est parce que les Américains ont demandé aux Saoudiens, effectivement, de baisser un maximum le prix du pétrole afin de ruiner les Russes. Voilà. Et à partir de ce moment-là, le rouble a coulé. Vous parlez de la crise de 2015? Oui, oui, c'est ça, toute cette période-là. Hein, voilà. Donc c'était vital, si vous voulez, de détruire le rouble, la puissance du rouble, de détruire la Russie. Voilà.
Pourquoi la crise bancaire d'aujourd'hui, d'après vous, est beaucoup plus importante que celle de 2008? Alors, elle est beaucoup plus importante enfin, j'allais dire pour plusieurs raisons, mais deux raisons majeures. La première, c'est qu'en 2008, vous avez tous les gouvernements qui se sont mis d'accord. C'est-à-dire, vous aviez le FMI, la Banque mondiale, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, la Fed, la BCE, blabla, ils se sont tous mis d'accord pour, ensemble, on va sauver l'Europe, on va sauver les banques. Hein. Rappelez-vous. Hein. D'ailleurs, faites-moi penser, vous parler de Chypre juste après. Voilà. Bon, il se trouve que ça n'a servi à rien. Parce qu'on a obtenu 15 années de taux négatifs qui ont détruit tout le système bancaire. Vous avez quasiment 1 million, même plus d'1 million de banquiers qui ont été licenciés juste en l'espace de 10 ans à cause des taux négatifs. Les taux négatifs ont détruit l'industrie bancaire. Voilà. D'ailleurs, je rappelle, je le redis, les taux négatifs n'ont jamais existé de l'histoire. Dans l'histoire, ça n'a jamais existé. On a des traces, par exemple, des taux d'intérêt que payaient les paysans sumériens, que payait l'empereur Néron, ou même César, Auguste, etc. On sait exactement à quel taux, même les rois du Moyen-Âge. Hein, là, il y a plusieurs livres sur le sujet. Mais la première attaque qui a été faite, je referme la parenthèse, c'était contre la Russie, c'était à Chypre. C'était à Chypre. C'était pas contre Chypre en particulier, c'était pour détruire les oligarques russes et leur voler tout ce qu'on pouvait leur voler. Voilà. Vous vous rendez compte? Et la deuxième raison, donc, c'est que rien n'a été réglé depuis 2008. Au contraire, en fait, ils n'ont fait que accumuler les problèmes. Et aujourd'hui, effectivement, on est devant une montagne de problèmes. Les gouvernements comptent sur la planche à billets. Mais à un moment donné, si vous voulez, enfin, c'est déjà parti en vrille. Hein, donc, c'est parti en vrille depuis longtemps, depuis 2020. L'hyperinflation avait commencé en fait, tout est parti en vrille. Je vais vous dire quand le système bancaire libanais a explosé. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de Russes au Liban aussi. Hein. Donc, voilà. C'est tout ça. Alors là, les Américains ont fait un coup double, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un sacré croche-patte au Hezbollah et en même temps à tous les oligarques russes qui avaient leur compte dans les banques libanaises. Alors les Russes sont les victimes idéales. Bah, les Russes sont les victimes idéales des Américains. Si vous voulez, les Américains veulent... En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire la même chose qu'en Yougoslavie. Ils sont en train d'appliquer le même plan. Contre la Yougoslavie, ils se sont appuyés, si vous voulez, sur les Croates. Alors, je rappelle que les Croates, quand même, pendant la guerre, c'était des sacrés nazis. Hein. Ante Pavelić, hein, je vous invite à regarder Ante Pavelić sur Wikipédia, hein, et sur ses méthodes de torture. Les Croates, c'était vraiment une belle bande d'ordures. C'est clair, net et précis. Et que font les Américains aujourd'hui? Ils se puient sur les nazis ukrainiens. Non, mais je veux dire, c'est exactement la même chose. Ils ne font que répéter les plans qui ont fonctionné. Voilà. Et la plus grande erreur de la Russie, effectivement, ça a été d'avoir laissé les Américains détruire la Yougoslavie. Voilà. Mais à l'époque, la situation en Russie était telle que de toute façon, ils ne pouvaient rien faire. Sur votre page, la revue de presse internationale, vous notez « Cette revue de presse est censurée par Banque de France, Élysée, Deutsche Bank, Le Monde, Facebook, France Info et beaucoup d'autres ». Depuis quand la censure s'est-elle installée en France? C'était avant le Covid ou pendant? Alors, non. Alors, en ce qui me concerne, la censure, ça a commencé il y a à peu près 10 ans. Je me souviens notamment, c'est la compagnie américaine Raytheon qui a commencé à dire que le quotidien.com, enfin ma revue de presse, c'était un site je ne sais plus quoi, rempli de virus, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui, mais Raytheon, si vous voulez, c'est le bras armé des Américains, notamment de la CIA, tout ce qui est électronique et guerre électronique. Hein, je rappelle, Raytheon. Et ensuite, effectivement, comme je disais la vérité sur les banques, alors j'étais censuré de partout. Celui qui m'a le plus censuré, c'est François Hollande. François Hollande a fait sauter mon Facebook. Je l'ai récupéré au bout de 5 ans. J'avais 80 000 personnes qui suivaient. J'ai récupéré 6 000 personnes au bout de 4 ans. Vous voyez,
Aujourd'hui, je suis à 30 000. Je suis en shadowban toujours sur Facebook. J'étais complètement censuré en shadowban sur Twitter. Donc pour les Américains, pour les intérêts américains, effectivement, je suis un poil à gratter extrêmement gênant pour la France. De la même façon que TV Liberté, par exemple. TV Liberté, leur chaîne YouTube a sauté je ne sais combien de fois. Quand je fais une revue de presse, ma revue de presse sur YouTube, ils nous mettent YouTube, mais genre des pubs toutes les 15 minutes. Alors que on n'a même pas déclaré de pub sur la chaîne. On n'en avait jamais eu. Vous voyez, c'était vraiment pour dégoûter les gens, quoi. C'est une méthode de voyou, mais grâce à Elon Musk, on sait aujourd'hui, grâce aux Twitter Files, on sait pertinemment que, par exemple, Twitter, à l'époque, était en liaison directe aussi bien avec le FBI, la CIA, que la Maison-Blanche. Et la Maison-Blanche envoyait une liste de gens à censurer, etc. C'est tout à fait extraordinaire. L'équipe de François Hollande faisait exactement la même chose. Hein, voilà. Et donc, il y a une censure permanente. C'est-à-dire que plus on va dans la fausse monnaie, plus il y a de censure. Voilà. Ça a toujours été comme ça. C'est pas nouveau, hein. Tout est faux. Hein. Vous comprenez? Tout est faux. On nous accuse d'être des fake news. Mais en fait, c'est eux qui nous font des fake news. On l'a vu notamment dans l'histoire des vaccins. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On ne va pas l'aborder. Mais en ce qui concerne les banques, je n'ai jamais changé mon discours d'un seul iota. J'ai toujours dit que le problème n'était pas réglé. La preuve, c'est qu'il y a 3 semaines, vous avez 3-4 banques qui ont volé dans les airs. Et pas n'importe lesquelles. Crédit Suisse, quand même. Une des plus vieilles banques suisses, si ce n'est la plus vieille, 165 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même énorme. Et tout ça grâce à un escroc qui s'appelle Zelensky, qui a lui-même, qui est dans les Panama Papers. Non, mais je ne sais pas si vous voyez la situation. C'est complètement fou. Vous oubliez que c'est le nouveau Churchill. Oui, le nouveau Churchill. Churchill, il n'avait pas de compte en Suisse, il n'avait pas de compte au Panama. C'était un officier. Il avait une certaine droiture. Bon, il buvait beaucoup de champagne, certes, mais c'était son péché mignon. Mais il n'avait pas de compte en Suisse ou au Panama. Hein, voilà. Alors que Zelensky, tiens, puisqu'on parle de Zelensky et de corruption. Alors, parce que j'ai pris des notes. Hein, alors, tiens, c'était en octobre. Voilà. En octobre 2022. Écoutez bien, parce que ça c'est génial. Le gouverneur de la Banque centrale d'Ukraine, donc c'est pas n'importe qui, je veux dire c'est quelqu'un d'au-dessus de tout soupçon, je veux dire c'est vraiment l'honnêteté même, la droiture. Eh bien Zelensky, bon, l'a licencié. Donc si Zelensky licencie son gouverneur, et pourquoi il l'a licencié? Parce que son gouverneur a détourné 5 millions de dollars américains dans un circuit bidon d'énergie verte. Ouais. Voilà. Et alors, vous l'avez sur la revue de presse, je ne sais pas si vous pourrez me montrer la photo, parce que c'est absolument génial. Vous avez le nouveau, comment dire, gouverneur de la Banque centrale, qui a été nommé par Zelensky. Alors, la première chose qu'il fait, c'est s'acheter une Rolls-Royce Corniche. Et alors, attendez, plaqué or. Il a fait plaqué or. C'est vraiment, vous voyez un peu le niveau, quoi, le niveau de stupidité et surtout de frime de ces gens. L'Ukraine, c'est ça. Hein, il y a ce côté frimeur, corruption totale. Ce que je voulais dire, ah oui, voilà, c'était en 2008, vous voyez, dans ma revue de presse. En 2008, je rapportais dans la revue de presse que le maire de Kiev, écoutez bien, exigeait, pour avoir un rendez-vous avec lui, 100 000 $ en liquide, en cash, donc en petite coupure, comme on dit, pour avoir un rendez-vous avec lui pour lui vendre des services. C'est-à-dire que toute multinationale occidentale qui voulait fournir l'Ukraine, etc., devait venir avec 100 000 $ en cash. Ça, c'était en 2008. Voilà. Et je parlais de Hunter Biden, alors déjà, c'était, je crois que c'était en 2014, ouais, 2014, voilà. 2014, j'expliquais déjà en 2014 que les Américains avaient envoyé 3 Américains qui ont été nommés ministres ukrainiens, simplement parce qu'ils étaient d'origine ukrainienne. Vous voyez, c'est comme si
je sais pas, sous prétexte que je suis d'origine serbe, je me retrouve du jour au lendemain Premier ministre de la Serbie, je veux dire, alors que j'y connais rien, enfin, alors que j'ai pas vécu depuis, enfin, genre, depuis que je suis enfant. Vous me suivez, ça n'a pas de sens. L'Ukraine est le pays de la corruption. Je ne parle pas du peuple ukrainien lui-même, je parle des politiques ukrainiens. C'est absolument consternant. Pour revenir au sujet géopolitique, récemment, ancien diplomate, M. Maurice Gourde-Montagne a sorti un ouvrage nommé « Les autres ne pensent pas comme nous ». L'Occident... Oui, c'est original comme titre. L'Occident se rend-il compte du fait que les valeurs occidentales ne sont pas partagées par tout le monde, au contraire rejetées par la plupart des pays du monde? Vous savez, j'ai écrit un livre sur Blythe Masters, la banquière de la JP Morgan qui a inventé vous savez, l'assurance contre les impayés. Hein, voilà. Et je parle enfin, son problème, si vous voulez, c'est que comme c'est une femme extrêmement intelligente, elle pensait que tout le monde était aussi intelligent qu'elle. Elle n'avait jamais prévu, si vous voulez, que des gens détourneraient son outil pour faire des milliards, pour faire de l'assurance sans qu'il y ait de l'argent dans l'assurance. Alors, le problème, effectivement, des Américains comme des Européens, si vous voulez, c'est d'aller en Russie ou même en Turquie ou même en Syrie et d'imposer leurs valeurs, alors que, je veux dire, le niveau n'est pas au même endroit. On a des conceptions différentes de la démocratie et tout ce qu'on a vu en Afrique, par exemple, ou même je sais pas, notamment la Biélorussie, vous ne passez pas d'un système communiste du jour au lendemain à une démocratie totale du jour au lendemain. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Je l'ai vu en Serbie, moi, en tant que touriste, là, pour le coup. Passer du communisme du jour au lendemain à un système capitaliste, ça n'a été que Et la preuve, le pays a volé dans les airs. Donc le titre est très pertinent, effectivement. On ne peut pas imposer. Je veux dire, c'est comme si vous débarquiez en Chine, vous êtes fan de Mozart, vous faites écouter du Mozart à des Chinois de classe moyenne qui n'ont entendu que de la musique chinoise, bah, ça ne va pas leur parler. Voilà, c'est grosso modo l'idée, quoi. Vous avez dit à plusieurs reprises que le financier arrive avant le déclenchement de chaque conflit. Le système financier, comment se comporte-t-il depuis la chute de l'Union soviétique? La chute de l'Union soviétique, on va dire, a amené l'explosion. La première grande crise bancaire américaine, hein, je vous rappelle, c'est la faillite de la LTCM, le Long Term Management. Ça a été absolument colossal. Déjà à l'époque, la BNP, toutes les banques ont été obligées de sauver la LTCM pour que comment dire, cette crise ne s'étende pas partout, même si elle a fini effectivement par s'étendre. En fait, les crises, si vous voulez, ils impriment de l'argent pour essayer d'éteindre l'incendie, mais en fait, qui ne fait qu'alimenter un nouvel incendie. Voilà. Et c'est ce qu'on a depuis maintenant, je me souviens de 1987, si vous voulez, la première fois que Wall Street a explosé, ça a été absolument terrifiant. Ensuite, vous avez eu la crise asiatique. Vous voyez, ce sont des crises qui se répartissent. Hein. En fait, c'est Satyavrata Das, qui est un grand spécialiste des crédits défaut swap, et qui a écrit un livre qui s'appelle Extreme Money, et qui a expliqué, en fait, que les financiers, le système financier, les banquiers centraux, en fait, ils se refilent une grenade nucléaire dégoupillée. C'est-à-dire qu'en fait, ils se la repassent, hein, les uns les autres, et puis on attend qu'à un moment donné, la grenade va exploser et il y a une banque, un pays qui va voler dans les airs. On l'a vu au Liban, on l'a vu en Suisse. Ouais, vous voyez, c'est pas fini, ça va revenir, et puis ça va devenir, vous savez, c'est comme un requin, au début il tourne assez largement, et puis il se rapproche progressivement de sa proie, de la victime. C'est ça. Le système américain est devenu tellement prédateur. Je veux dire, on est loin du capitalisme de papa des années 50, des années Eisenhower. Aujourd'hui, les Américains veulent tout. Ils veulent tout. Voilà. J'avais interviewé il y a longtemps, j'avais interviewé Mel Brooks, vous savez, l'acteur et surtout le réalisateur de films. Et Mel Brooks m'avait expliqué
que ce qui le gênait, si vous voulez, à Hollywood, c'est qu'ils étaient devenus tellement voraces que les producteurs de films de Hollywood voulaient contrôler la totalité des salles de cinéma en Italie, en Espagne, en France, etc. Ne laisser que 2% de salles aux œuvres européennes ou éventuellement nationales. Voilà. Je veux dire qu'il avait raison. Aujourd'hui, vous avez un système bancaire qui est tellement prédateur, américain. Regardez, les Américains sont en train de tout racheter en France. Mais pas qu'en France, en Italie, en Espagne, mais même en Angleterre, hein, ils sont en train de racheter pas mal de choses. Hein. Ils ne se gênent pas. Voilà. Donc c'est un système prédateur, et plus ils sont dans la mouise, et plus ils deviennent violents en termes de prédation financière. Voilà. Et c'est ce que vous allez observer dans les... D'où la guerre. Poutine a été poussé à bout pour envahir l'Ukraine. Je veux dire, je le redis à nouveau, il avait prévenu tout le monde. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je le voyais dans la revue de presse. Hein, je n'ai pas de position pro-Poutine ou pro-ukrainien, bien que je ne supporte pas les nazis ukrainiens, parce que c'est la même nature, si vous voulez, que les nazis croates. Hein, c'est la même idée. Hein. Et je vous dis, ils sont en train d'appliquer, les Américains appliquent le même plan de démembrement de la Russie que celui qu'ils avaient posé et appliqué en Yougoslavie. Vous avez par exemple, je vous donne un pratique, Robert Baer est un agent de la CIA qui a fait 30 ans à la CIA. Il a été chef de station, notamment dans les anciennes républiques soviétiques. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc maintenant il écrit des livres, etc. Et il a été en poste à Belgrade. Et il raconte comment il avait un caddie, vous savez, comme les Français là, ont des caddies pour faire leurs courses avec les tomates, les machins, etc. Lui, dans son caddie, il y avait des des monceaux de billets de 100 $. Et il faisait la tournée de tous les médias, les radios, toutes les télévisions. Il distribuait en disant, voilà, vous allez faire sauter Milosevic. Alors, Milosevic, c'était pas une lumière, hein. Bien qu'il fut banquier, hein, c'était le premier utilisateur de la planche à billets, donc c'était pas un génie. Mais il n'empêche, si vous voulez, que ça vous montre bien à quel point l'ingérence des Américains dans la politique nationale est absolument phénoménale. Mais c'est eux qui ont accusé la Russie d'avoir élu Trump. Enfin bon, c'est vraiment... ils sont très très forts. Je dois avouer qu'ils sont vraiment très très forts. Est-ce que l'OTAN est prêt à affronter la Russie directement? Est-ce que l'OTAN Non. Non. Je vous dis non. Très sincèrement, non. On le voit là. On le voit, on vous explique. Là, vous avez des généraux qui vous expliquent on a 3 jours de munitions. D'accord. C'est génial. Non, mais c'est tout à fait extraordinaire. 3 jours de munitions. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Enfin, c'est grotesque. C'est grotesque. Vous savez, tous ceux qui ont essayé d'envahir la Russie se sont un peu fracassés quand même. Hein. On a quand même hein, on a Napoléon, hein, on sait ce qui s'est passé, on a Hitler, on a vu ce qui s'est passé. Donc même si... les gens ne se rendent pas compte que la Russie peut vivre en autarcie. Voilà. Ils ont tout. Voilà. Ils ont vraiment tout. Donc on leur dit oui, mais le PIB de la Russie est très faible. On s'en fout, ils ont tout. Ils n'ont pas besoin de nous. Alors, ils ont besoin de microprocesseurs. Alors ça, oui, ça, c'est un problème c'est un grave problème pour la Russie, en effet. Ah, voilà. Mais en tout cas, je dois souligner la politique, si vous voulez, de Elvira. Je n'arrive jamais à prononcer son nom. Elvira. Nabiullina. Hein? Nabiullina. Et elle a acheté en permanence de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Donc aujourd'hui, la Russie a des réserves en or absolument colossales. Je ne parle même pas de sa propre production, hein, de ce qui sort des mines. Je vous dis, la Russie peut tenir vraiment très très longtemps. Mais vraiment, surtout avec ses autres alliés. Hein, parce que je rappelle que les autres pays, l'Inde, la Chine, etc., sont plutôt quand même... Le monde est en train de basculer. Les Américains sont en train de perdre. Le dollar est en train de... Je ne veux pas dire agoniser, mais ils ont tellement imprimé, ils ont tellement imprimé, tellement fabriqué de fausses monnaies. Ils ont 30 trilliards de dettes. 30 trilliards, ils ne les rembourseront jamais. À un moment donné, ça volera dans les airs. C'est obligatoire. On le voit avec l'hyperinflation. Je vous dis, j'ai écrit un livre qui s'appelle La vengeance de la planche à billets, sur la manière dont les 3 banques allemandes ont fait faillite avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la faillite de ces banques qui a amené Hitler au pouvoir. Rien de plus. Rien de plus.
Voilà. On parle beaucoup de l'économie, certes, mais est-ce que ce conflit a un côté spirituel, civilisationnel? Ah oui, en tant que pape de la fausse news, hein, parce que Le Monde m'a surnommé le pape c'était avant, vous savez que les fake news deviennent à la mode. Hein. Donc, donc du coup, le tailleur du pape m'a donné la vraie tenue du pape. Hein. Je ne sais pas si vous pourrez montrer des images, mais c'est effectivement, et c'est Laurent Fun qui m'a fait comprendre que quand on fait les revues de presse papales, comme on dit, les vraies fake news ou les fausses vraies news, enfin bon, on ne sait même plus, voilà, mais nous on donne les vraies news en tout cas, et il m'a dit, en fait c'est un combat spirituel à la base. Alors le combat spirituel, c'est-à-dire que d'un côté on a la Russie qui est redevenue orthodoxe. On a un président russe qui va aux cérémonies religieuses, etc. Et qui affronte en fait le pays protestant, hein, parce que c'est quand même ça. Hein. Les États-Unis sont majoritairement protestants, je vous rappelle. La France est laïque, mais bon, officieusement, elle est plutôt catholique. Mais dans l'absolu, ce combat contre le bien et le mal, ça vous montre bien qu'avant, si vous voulez, l'Union soviétique, c'était le mal absolu. Et maintenant, si vous voulez, tout ça est en train de changer. C'est-à-dire que les tables tournent. C'est très curieux d'ailleurs. Vous savez, Lénine, oui, je crois que c'est Lénine. Il a fait détruire la cathédrale à Moscou. Alors, je me souviens plus quel était le La nom. cathédrale, c'est un sauveur. Hein. Il a fait construire une piscine. Vous voyez. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que le fait de construire une piscine là, c'est revenir quelque part au baptême, si vous voulez. C'est assez inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même quelque part, cette eau était sacrée. Hein, même si fut-elle une piscine olympique avec des nageurs, des nageurs de très haut niveau. Tout change. C'est très curieux, tout change. Moi, j'aurais jamais imaginé, par exemple, que la Russie deviendrait effectivement aussi religieuse. Voilà. Jamais. C'est très curieux, c'est très étrange. C'est tout à fait nouveau pour moi d'ailleurs, parce qu'on connaissait tous le URSS absolument laïque, etc. Le modèle, c'est de la Révolution française, je vous rappelle. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est comme un retour de balancier, vous voyez. C'est à un moment donné, on oblige les gens à ne plus avoir la foi, et puis on les oblige tellement, puis au bout de 80 ans, bah, boum, ça revient dans l'autre sens. L'homme ne peut pas vivre sans une certaine forme de spiritualité, et puis de toute façon, la mort d'un proche, en général, c'est la mort d'un proche qui réveille les gens dans leur vie intérieure. Et là, oui, on peut dire que c'est un combat civilisationnel, religieux, c'est clair. De toute façon, n'oubliez pas, la grande apparition de la Vierge à Fatima, hein, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Notre-Dame de l'Apocalypse, hein, elle avait demandé la consécration de la Russie à son cœur. Voilà. Mais je vais vous donner un autre, parce que c'est mes lecteurs qui m'ont rappelé ça, dans le même livre, je donne une autre apparition de la Vierge en Ukraine, et dans laquelle, c'est écrit noir sur blanc, on regardera tout à l'heure, j'espère que j'en ai un ici, elle dit, alors cette apparition, elle était dans les années 80, hein, je crois que c'est 80, 88. On a même des images, hein, parce qu'il y avait les Russes, enfin le KGB était là, enfin la foule était là. C'est un peu comme ce qui s'est passé à Fatima. Et il y a vraiment il s'est passé quelque chose. Et la Vierge, pardon, a dit, la paix viendra de l'Ukraine. Et à l'époque, je me souviens, c'était très pourquoi la paix viendra de l'Ukraine, c'était très curieux. Bah maintenant, aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on le sait. C'est-à-dire que la paix viendra, j'ai peur, si vous voulez, qu'avant que la paix arrive, c'est que cette guerre dégénère, effectivement. Surtout que Zelensky veut une troisième guerre mondiale. Ce type est fou. Ce type est fou. C'est un malade mental. Je précise qu'en mars 2022, à la fin du mois de mars 2022, Zelensky voulait négocier la paix. Et c'est les Américains et Boris Johnson, oui, du côté britannique, qui lui a dit niet. Donc effectivement, là, maintenant, on est parti sur le temps long, sachant que la rupture entre la France et la Russie est assez concrète, je dirais, aujourd'hui.
Parce que nous, on est au dialogue franco-russe, on est là pour justement rappeler nos liens stratégiques et solides depuis des siècles. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va terminer avec ces liens, j'espère bien. Qu'est-ce que nous devons tous faire pour ramener à la normale les relations entre la Russie et la France? Attendez, tout ça se passe au sommet de l'État. Donc, si vous posez la question aux Français, je pense que la moitié, même avec le lavage de cerveau auquel on a droit à travers BFM et toutes les chaînes de... Je ne parle même pas de LCI, là, c'est LCI, c'est Ukraine 24 heures sur 24. Hein, c'est de la... Moi, j'ai regardé ça, mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y a combien de personnes qui regardent? Malgré ça, les attaches sont profondes. Les Français savent que la Deuxième Guerre mondiale n'aurait pas pu être gagnée sans les Russes, même si à nouveau les Américains ont emporté le morceau grâce à Hollywood. Je vous rappelle, une fois de plus, les Russes ont péché par manque de communication. Hein, c'est leur problème, hein, l'éternel problème d'ailleurs. Mais c'est au sommet de l'État. C'est-à-dire que si on avait eu par exemple Fillon, hein, ils l'ont dégommé tout de suite, hein, Fillon, hein, je vous rappelle. Hein. Ça a été fait, ça a été organisé vraiment. Voilà, parce qu'il était pro-russe. Si on avait eu Fillon, par exemple, jamais on aurait eu cette espèce de folie furieuse anti-russe qu'on a aujourd'hui à la télévision. Je pense même qu'il n'y aurait même pas eu de guerre parce que les Français n'auraient pas donné leur accord. Nous vivons une vraie crise. Les Ukrainiens vivent l'état de guerre. Qu'est-ce qui se passe avec la Banque centrale en Ukraine? Alors, on en a parlé tout à l'heure, le gouverneur précédent a été démis de ses fonctions pour corruption, pour vol, on peut dire ça comme ça, par Zelensky en personne. Mais le problème aujourd'hui de la Banque centrale, c'est que, d'une part, le directeur général de la CIA est venu, s'est rendu à Kiev et a donné une liste de 50 personnes à Zelensky en disant « ces 50 personnes sont les plus corrompues, ils sont en train de détourner toute l'aide qu'on vous donne ». Alors Zelensky a gracieusement lui a donné 10 têtes, c'est-à-dire qu'il les a limogées, mais bon, les 40 autres sont toujours là. Et moi, je veux simplement revenir sur quand même un épisode remarquable de 2015, qui se trouve d'ailleurs dans un de mes livres, où tout l'or de la Banque centrale d'Ukraine a été déménagé, volé, on va dire ça comme ça, par une équipe, par un commando qui est arrivé en pleine nuit, avec des avions spéciaux, parce qu'il faut quand même un secret transporteur pour emporter 30 tonnes d'or. Hein, voilà. Pour vous montrer que tout ça a été préparé à l'avance. Voilà. Donc d'abord, la monnaie ukrainienne a perdu 40%. Vous avez des banques ukrainiennes qui ont fait faillite. Ça, c'était dans les années 2010, 2011, 2012, vous voyez. Tout ça commençait à monter en puissance. Et les Américains sont arrivés et ont dit, bon, on va récupérer votre or, on va le mettre à l'abri. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà. Donc vous voyez aujourd'hui la corruption au plus haut niveau. Et nous, en France, on envoie des milliards à l'Ukraine pour rien. Des canons César, des chars AMX. Là, il y avait encore récemment, il y avait 2000 Ukrainiens qui étaient en formation pour piloter des chars, d'autres qui étaient en formation pour je ne sais plus quel matériel. C'est absolument épouvantable parce que techniquement, on fait la guerre à la Russie par, par ricochet. Mais c'est faire la guerre quand même. Moi, je trouve que Poutine a beaucoup de patience, en fait. Quel est votre message d'espoir? Non, mais j'espère que Macron va se ressaisir, très sincèrement. J'espère que les Américains vont se ressaisir. J'espère que les prochaines élections vont changer quelque chose. Parce qu'avec la corruption des Biden... Vous savez, j'ai lu un papier hier dans le Washington Times. Il y a 2 sénateurs américains qui accusent la famille Biden de trafic humain. De trafic, ils profitaient de la prostitution. Ça, c'est tout le circuit Hunter Biden. Et le FBI a reconnu, effectivement, qu'ils avaient protégé l'ordinateur et ils avaient empêché tous les médias de sortir les informations qui se trouvaient dans l'ordinateur de Hunter Biden, qui est un... Enfin bon, voilà. Donc, mon message d'espoir, j'espère très sincèrement que les Américains vont se ressaisir parce que... faire la guerre par personne interposée, enfin c'est pas sérieux quoi, il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'on peut très bien aller à la guerre nucléaire.
Je veux dire, à un moment donné, Poutine, il peut très bien péter un plomb. Ça fait quand même 2 ans qu'on nous explique qu'il a un cancer, qu'il ne va pas bien, que ceci, que cela, etc. Bon, il a l'air d'aller très bien. Donc là, on voit la désinformation permanente, si vous voulez, des Américains. Personne n'est dupe, du moins dans la profession, hein, même si le public, lui, avale toutes ces conneries. Mais j'espère très sincèrement que même les Américains vont se ressaisir. Hein. C'est eux qui sont à la manœuvre. Personne d'autre. Les Européens ne font que suivre. Et les Américains nous ont tordu le bras pour les suivre. Merci beaucoup Pierre pour cet échange très intéressant. Ben, merci à vous. Et j'espère que la raison va s'imposer. Écoutez, j'espère surtout que vos spectateurs suivront ma revue de presse, parce que je parle très souvent de ce conflit avec la Russie et l'Ukraine. Et vraiment, la Banque centrale de Russie a fait un travail absolument remarquable, contrairement à la Fed. C'est quand même extraordinaire. Qui aurait imaginé un truc comme ça, quoi, que je pourrais dire un truc comme ça, c'est fou. Cher Pierre, merci pour cet échange. À la fin de nos émissions, par tradition, nous offrons à nos intervenants des livres franco-russes de l'édition de la maison Natania sur l'humour russe. Merci. Et les fables franco-russes. Bah, écoutez, et j'invite nos spectateurs à aller sur le site de la maison russe franco-russe Natania pour pouvoir. Bah écoutez, c'est très joli en tout cas. Il y a de l'or, hein. C'est plaqué or, attention, hein, ça rigole plus. Bah écoutez, merci. Bah écoutez, hein, à mon tour de vous offrir quelques livres. Alors, ma chère Irina, avec le chat qui est venu nous rejoindre, j'ai le plaisir de vous offrir 777. Alors, c'est un chiffre pour porte-bonheur, 7. Merci, certes, Pierre. Pardon, 7. Et c'est la chute de Wall Street, hein, dans lequel j'explique les conséquences de... Ça, j'ai écrit ça en 2008. Hein, voilà. Et donc, tout ce qui est dans ce livre eh bien, se passe en ce moment même, selon de ce que me disent tous les lecteurs. Voilà, donc j'ai Iris qui salue tous vos spectateurs et spectatrices. Iris. Merci Pierre. Mais c'est moi qui vous remercie. Et voilà, vous avez le chat qui me fait des câlins. Voilà.